Chapitre 14. La discussion avec votre mère vous a manifestement sorti de transe. Debout, dans ma cuisine, une tasse de café fumant à la main, j'avais Oscar Firmin au téléphone. À mon réveil, Nathan avait raconté m'avoir traînée inconsciente jusqu'au canapé au milieu de la nuit. Il n'avait pu m'emmener au lit, hors de portée sur la mezzanine. Mais comment est-ce possible ? Vous dites avoir du mal à supporter votre mère ? S'il se trouve que la personnalité que j'ai induite hier en vous est du même type que la sienne, alors l'effet miroir a pu être intolérable, vous amenant à la rejeter suffisamment violemment pour effectivement en sortir et retrouver votre personnalité d'origine. J'étais perplexe devant ces explications. Mais après tout, c'était secondaire. Si vous voulez, ajouta-t-il. Passez me voir en fin de matinée, que je règle le problème. Très bien, à tout à l'heure. Je raccrochai, pensive. Voulais-je vraiment qu'il réinstalle en moi cette personnalité ? Certes, j'avais savouré d'être libérée de la peur. Y me replonger hier soir avait été très douloureux pour moi. Mais la nouvelle personnalité m'avait aussi apporté son lot de souffrances. Souffrances d'une autre nature, mais souffrances quand même. Et surtout, allait-elle vraiment me permettre de relever mon défi professionnel ? J'en doutais de plus en plus. Il ne me restait que 7 jours. 7 petits jours. Que faire ? Firmin ne m'inspirait plus confiance. Je n'avais pas réussi à obtenir la moindre information sur lui, ni sur sa confrérie. Était-ce vraiment raisonnable de continuer de m'en remettre à un inconnu doté d'un vrai pouvoir ? La question induisait sa réponse. Bien sûr que non. Il fallait au minimum que j'en sache plus sur ces gars-là. Une idée traversa mon esprit. Mon copain Alain travaillait au fisc. Il était contrôleur, inspecteur ou quelque chose dans ce genre. Il avait forcément accès à des informations. En France, toutes les organisations sont répertoriées, fichées. Tout le monde doit montrer patte blanche. 1 minute plus tard, je l'avais en ligne. « Sibylle !» dit-il d'un ton enjoué mais à voix basse. « Mais ça fait une éternité que je n'ai pas de nouvelles. »« Je te dérange ? Écoute, je suis au bureau. Tu peux me rappeler ce soir ? Ça me fera super plaisir que tu me racontes ce que tu deviens. » Juste 2 secondes. Je te donnerai les détails plus tard, mais là j'ai besoin d'un service en urgence. Je veux avoir des infos sur une confrérie qui s'appelle la confrérie des Kélia. Je suis en relation avec eux, mais ce sont des gens très secrets. Je ne sais rien et ça ne me rassure pas. J'aimerais au moins consulter leur statut, tu vois. Tu peux faire quelque chose pour moi ? Silence. Je suis tenue par le secret professionnel. Mais si tu veux juste les statuts, il te suffit d'aller en préfecture. Tout est répertorié et consultable par le grand public. Et si ceux de la confrérie n'y sont pas, ils y seront. C'est une obligation légale. Ok, génial. Je ne te retiens pas. Merci, à bientôt. 1 demi-heure plus tard, j'étais dans les locaux de la préfecture, rue de Bonnel. J'eus une petite frayeur en arrivant devant la longue file d'attente. Mais c'était pour les demandes de passeport avant les vacances. Heureusement, le service qui conservait les statuts d'association avait bien moins de succès. L'employée, une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris, coupés, très courts,
me fit remplir un formulaire et je dus patienter un long moment derrière le guichet. Je commençais à trouver le temps long quand je la vis réapparaître. Les statuts ne sont pas dans le dossier. Je n'ai rien à vous montrer. Mais c'est obligatoire de déposer ces statuts en préfecture, je crois. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi ce n'est pas le cas ici? Apparemment, cette organisation contrevient à la réglementation. Et vous ne leur dites rien? Vous les laissez faire? On m'a dit que j'avais le droit de consulter leur statut. Oui, vous pouvez déposer une requête officielle. Ça finira par déclencher une enquête pour non-respect des obligations réglementaires. Au final, cette organisation sera contrainte de s'y plier. Et ça aboutira dans combien de temps? Je ne sais pas. Le cas ne s'est jamais présenté. Peut-être 6 mois ou 1 an. Laissez tomber. Je sortis en courant de la préfecture, bourré d'inquiétude. Rien dans les pages jaunes, rien dans les pages blanches, rien à la bibliothèque, rien à la préfecture malgré l'obligation. Qui étaient ces gens? Comment pouvaient-ils se permettre d'être au-dessus des lois? Qui les couvrait? Je commençais à me faire des films, à imaginer toutes sortes de scénarios plus inquiétants les uns que les autres, quand je vis 3 cabines téléphoniques alignées sur la place. J'hésitai quelques instants, puis me décidai à entrer dans l'une d'elles. Il y régnait une chaleur de folie, avec de surcroît une odeur nauséabonde. Mais que font les gens dans les cabines pour que ça pue à ce point? Je rappelai Alain au fisc. Désolé de te déranger à nouveau, mais je sors de la préfecture. Les statuts n'ont pas été déposés. Même l'employé reconnaît qu'ils sont en infraction, tu te rends compte? Alain, je ne veux pas te causer d'ennui, mais je suis peut-être en danger. Je t'en supplie, donne-moi tout ce que tu sais sur cette confrérie. Je ne veux pas les éléments financiers, ça ne me regarde pas, et je m'en fiche. Je veux juste savoir qui sont ces gens. S'il te plaît, vois ce que tu as comme info et dis-moi. Silence. Il faut que je te laisse, Sibylle. Je raccrochai dépité. Ma seule consolation fut de retrouver de l'air respirable en sortant de cette cabine infâme. Firmin m'avait donné rendez-vous en fin de matinée. Il me restait à peine 1 heure. Moi, je ne savais plus quoi faire. L'enregistrement de la dernière séance me traversa l'esprit. Rémi, mon copain de fac, m'avait mis en garde. Écouter l'induction pourrait être très fâcheux pour moi. Et si je le faisais quand même? 30 minutes plus tard, j'étais à la maison, le dictaphone entre les mains, le doigt posé sur le bouton de lecture, assailli de doutes. Écouter ou pas? Retourner chez Firmin ou le fuir à jamais? Y retourner après avoir écouté la cassette ou sans le faire? Je retrouvais mes anciens vices, la peur et le doute, la peur délétère qui vous pourrit la vie au quotidien, le doute mortifère qui vous ronge en vous empêchant de trancher la moindre décision, qui vous condamne à tourner en boucle dans votre esprit toutes les facettes d'un problème, une boucle infernale sans issue, transformant le moindre choix en séance de torture, le cauchemar. Je sentis la sueur perler sur mon front, le sang battre dans mes tempes. Ce n'était plus possible. J'avais trop souffert de ces travers. Je ne voulais pas replonger, retrouver cette personnalité invivable. J'avais déjà donné. Elle devait retourner au passé, où j'étais parvenue à l'enfuir ces 2 derniers jours et ne plus réapparaître non plus jamais. Je mis le dictaphone dans mon sac à main et quittai l'appartement sans me retourner. 1 demi-heure plus tard, je me retrouvais assise dans le grand fauteuil de cuir brun face à Oscar Firmin, grand maître de l'obscure confrérie des Kélias, sous la charpente en vieille poutre de sa vaste pièce en soupente. Pendant le court trajet en funiculaire, j'avais pris soin de rembobiner la microcassette au début, puis de lancer un enregistrement à vide,
le doigt bouchant l'orifice du micro, afin d'effacer soigneusement la précédente prise. Je craignais en effet que la superposition ne nuise à la qualité du son. S'il devenait nécessaire d'écouter, il faudrait que celui-ci soit parfaitement audible. « Je suis mitigée, lui dis-je. Revenir dans mon ancienne peau m'est très pénible. Mais en même temps, les 2 personnalités que vous m'avez installées ne m'ont pas convaincue non plus. Elles présentaient des avantages, certes, mais n'étaient pas exemptes de souffrance. »« Je veux bien le croire, dit-il, sans manifester la moindre surprise. Il me fit l'effet d'un garagiste qui, après avoir changé le moteur, l'embrayage et la boîte de vitesse de votre voiture, trouverait normal qu'elle soit encore en panne. « Vous pouvez comprendre, lui dis-je, qu'en changeant de personnalité, j'attends autre chose que de passer d'une souffrance à une autre. » Il prit son inspiration en se calant au fond de son fauteuil. Les souffrances sont la conséquence des illusions portées par la personnalité. Je ne comprends pas. La première personnalité induite vous a mené à croire qu'il faut que tout soit parfait pour que vous soyez bien. C'est une illusion qui permet de développer un certain nombre de qualités, comme l'énergie pour agir et changer les choses. Mais cela vous donne dans le même temps la souffrance inhérente à cette illusion. La perfection n'existe pas, donc plus vous agissez pour rendre le monde parfait, plus vous mesurez le travail qu'il reste à accomplir à l'infini. C'est insatisfaisant, déprimant. C'est clair ? La deuxième personnalité vous emmenait à croire que vous existiez en fonction du regard positif, plein de reconnaissance et de gratitude que les autres portent sur vous. C'est une illusion qui permet de développer un certain nombre de qualités précieuses. L'empathie, la compassion, l'altruisme. Mais dans le même temps, vous vivez la souffrance propre à cette illusion. Vous êtes prise dans une course sans fin, car la reconnaissance des autres vous semble toujours insuffisante. En effet, si vous vous en remettez aux autres pour avoir le sentiment d'exister et d'avoir de la valeur, alors ce sentiment va fluctuer en fonction de leur attitude, et vous aurez donc l'impression de ne pas exister de manière stable et solide. Cela vous rend inconsciemment dépendante et vous fait souffrir. Et Vagre disait « Prends garde, sous prétexte de guérir un autre, de devenir toi-même incurable. » Ces analyses étaient percutantes, mais il passait sous silence l'essentiel. Vous dites que les souffrances viennent des illusions, mais c'est vous qui avez installé en moi ces illusions, en même temps que les personnalités. Il ne répondit pas. Et cela me parut un aveu de culpabilité. À quoi jouait cet homme ? Je veux une personnalité qui me permette de vivre sans illusion, lui dis-je. Il me fixa de ses yeux clairs un long moment, avant de répondre d'une voix grave, « Vivre sans illusion, c'est vivre sans personnalité. » Je me répétais ces mots plusieurs fois pour tenter d'en déchiffrer le sens. En vain. Cela me paraît totalement abstrait. Un jour, vous comprendrez. J'en doutais. En tout cas, vous êtes en train de m'expliquer que toutes les personnalités font souffrir ? On peut le dire comme ça. Pourtant, je me rends bien compte autour de moi qu'il y a des gens qui souffrent moins que d'autres, qui sont moins tourmentés, ou moins inquiets, ou moins dépendants du regard de l'autre. Bref,
je suis convaincue qu'il y a des personnalités qui font moins souffrir. Il me fixa quelques instants en silence. C'est vrai, finit-il par admettre. Je jubilai. C'est ce que je veux. Un peu vague comme demande, vous avouerez. Donnez-moi une personnalité qui m'apporte de l'énergie pour agir et réaliser, comme la première induite, mais sans son côté perfectionniste. Une personnalité positive et qui ne cherche pas à exister en retour de l'aide qu'elle apporte aux autres. Il prit une profonde inspiration. Je peux vous en donner une autre, mais que les choses soient claires entre nous. Vous ne les essayerez pas toutes. Toutes? Vous dites toutes, comme s'il y en avait un nombre fini. Cela revient à ça. Mais il y a une infinité de personnalités possibles, non? Certes. Mais il n'y a pas non plus 50 000 manières de structurer le chaos. Oula! Qu'est-ce que vous entendez par là? On peut voir votre personnalité comme votre manière de vous adapter au monde. Quand on prend du recul, vous avouerez que cet univers dans lequel vous débarquez en venant au monde est plus qu'impressionnant, non? Vous vous retrouvez confronté à quelque chose qui vous dépasse totalement, à un monde incompréhensible, une sorte de chaos. Or, l'être humain a besoin de comprendre, et l'absence de compréhension entraîne des peurs insurmontables. Chacun de nous, dès son plus jeune âge, appréhende alors le monde dans lequel il vit et adopte des attitudes et des comportements pour évoluer dans cet univers tel qu'il le perçoit, tel qu'il le comprend, ou plutôt tel qu'il le ressent. Tout cela se fait inconsciemment, bien entendu. Notre vision du monde et notre attitude dans la vie se renforcent mutuellement. Notre vision du monde et notre attitude dans la vie se renforcent mutuellement. Ces mots avaient un écho particulier en moi, sans que je sache pourquoi. Au final, dit-il, tous ces éléments forment un tout assez cohérent. La personnalité se tient et permet à l'enfant, puis à l'adulte, de trouver un certain équilibre dans la vie, même si cet équilibre est imparfait et souvent source de souffrance. Je vois. La personnalité est donc tout à fait inconsciemment ce qui permet de nous rassurer en fournissant une explication de ce milieu inconnu. On se constitue en quelque sorte notre propre décodeur, une vision du monde et de nous-mêmes, et de ce qu'il convient de faire pour vivre. On développe ainsi des filtres, des croyances, des illusions qui nous permettent de mener notre vie tant bien que mal, de tirer notre épingle du jeu. Je l'écoutais sans l'interrompre, commençais à comprendre que la personnalité nous éloignait en quelque sorte de la réalité, qu'elle biaisait les choses. Elle nous permet peut-être de tirer notre épingle du jeu, mais quand je pense aux 3 personnalités que j'ai vécues de l'intérieur, il me semble qu'elles engendraient surtout pas mal de souffrance. Quand je vois des dangers partout qui me donnent des peurs irraisonnées, je me dis que je préférerais voir la réalité brute et sans filtre. C'est ce que vous croyez. En fait, voir des dangers, là où il n'y en a pas vraiment, est paradoxalement plus rassurant que de ne rien savoir.
parce que vous développez alors des stratégies pour vous protéger qui vous tranquillisent et vous permettent de trouver, malgré tout, un équilibre de vie. Vous pouvez même devenir fier de votre prévoyance. Ouais, permettez-moi d'en douter. Il sourit. Normal, dans votre personnalité. Le doute va de pair avec la peur. Je ne vois pourtant pas le rapport entre les deux. La peur des autres amène à douter de leurs paroles. La peur de soi conduit à douter de ses choix. J'ai mis un certain temps avant de réagir. Il fallait sans doute que ces mots infusent. Pourquoi parlez-vous de peur de soi ? Le doute est un processus mental qui vise à corriger un élan du cœur. Les meilleures décisions se prennent en écoutant son cœur, ses envies profondes, son instinct ou ses intuitions. Rien de mental là-dedans. Mais quand on n'a pas confiance en soi, on ajoute du mental en doutant de tout ça. Ces paroles laissèrent la place au silence, tandis que je les méditais, me demandant à quel point je réprimais ce qui venait du plus profond de moi. La lumière qui tombait de la lucarne du toit réveillait la blancheur des orchidées autour de nous, dont la jeunesse éclatante contrastait avec les milliers de vieux livres poussiéreux peuplant les bibliothèques en périphérie. Revenons à nos moutons, repris-je. Vous disiez qu'il n'y a pas 50 000 manières de structurer le chaos. Tout à fait. Quand on se penche sur les différentes visions du monde, les différentes croyances et illusions que nous autres humains sommes amenés à développer, on se rend compte qu'on retombe toujours un peu sur les mêmes schémas, les différences étant de l'ordre du détail. D'autant plus que les gens sont cohérents. Leurs stratégies d'adaptation au monde tel qu'ils le voient sont compatibles avec la vision qu'ils ont d'eux-mêmes et des autres. Cela les amène à développer des capacités, des qualités et les travers qui vont de pair. Et leurs souffrances en sont la conséquence logique. Tout est lié, vous comprenez ? Je vois. Donc, il y a certes autant de personnalités qu'il existe d'êtres humains sur Terre, mais on peut néanmoins dessiner des familles de personnalités, chacune étant caractérisée par des tendances qui s'harmonisent en un tout cohérent. D'accord. Notre confrérie s'appuie sur un modèle de personnalité qui présente 9 familles, 9 types de personnalités. 9 types de personnalités et c'est quoi exactement ce modèle ? D'où ça sort ? Il garda le silence quelques instants et je crus qu'il ne répondrait pas. Notre confrérie détient le plus ancien, le plus méconnu et pourtant, si j'ose dire, le plus puissant des modèles de personnalité au monde. Il se tut et sa voix résonna en moi, auréolée d'un doux parfum de mystère. Il commençait à délivrer des fragments du secret. Sans doute avais-je gagné sa confiance. Et qui l'a élaboré, ce modèle ? Il me regarda fixement, comme s'il jaugeait encore de mon droit à accéder à toute l'information. Je soutins son regard en m'efforçant de paraître sérieuse, sereine et détachée à la fois. Qui n'aimerait pas le savoir ? Je fus déçue de ce manque de confiance et un peu vexée aussi. Tant pis.
Ne pas lâcher. Grappiller des informations. Et chaque type porte un nom pour l'identifier. Simplement un numéro. Un numéro de 1 à 9, donc c'est ça. Il acquiesça en silence. Et les 2 personnalités que vous aviez installées en moi, elles portaient quel numéro? Il s'agissait du type 1, puis du type 2. Vraiment? C'est un hasard? Je veux dire, le fait que j'ai commencé par le 1, puis le 2, comme ça, dans l'ordre, c'était voulu? Il se trouve que ces types correspondaient aux traits de personnalité que vous m'aviez tour à tour demandé. Disait-il la vérité ou cet ordre répondait-il à d'autres critères? N'importe quelle personne est censée se reconnaître dans l'un des 9 types de personnalités? Oui. Donc, si je connais le modèle, je peux aussi reconnaître la personnalité de quelqu'un de mon entourage? Pas de réaction. C'est bien ça, non? Insistai-je. Il fit la moue et acquiesça, comme un regret. Mais ça m'intéresse. Je veux le connaître. Il secoua la tête. C'est un secret réservé aux seuls membres de la confrérie. Il avait lâché sa réponse d'une voix ferme, sans appel. Je tentai le tout pour le tout. Pourquoi? Il ne s'attendait sans doute pas à ce que je brave son autorité, car il eut l'air surpris de mon insistance. Il me regarda, comme s'il continuait de jauger mon droit d'en savoir un peu plus. Quand vous découvrez les types de personnalités, vous comprenez de l'intérieur comment fonctionnent les personnes dotées de telle ou telle personnalité. Et comme vraisemblablement, vous apprenez à les reconnaître, cette connaissance de leur fonctionnement vous donne un certain pouvoir. Si vous connaissiez les 9 types, votre pouvoir serait énorme, car vous disposeriez d'une cartographie complète de la psyché humaine. Beaucoup de rêveraient de disposer d'un tel pouvoir. Ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Je n'avais jamais eu de goût particulier pour le pouvoir, quelle que soit la forme, mais la seule perspective de comprendre les rouages de la personnalité des gens que je côtoyais était très attirante, très excitante. Que faut-il faire pour devenir membre de la confrérie? Il faut déjà être coopté par un membre, puis prêter serment. Prêter serment? Serment de quoi? Serment de respecter notre charte et de tenir certains engagements. Certains engagements? Comme quoi, par exemple? Le principal engagement consiste à accompagner des initiés chaque semaine. Comme vous le faites avec moi, c'est cela même. Et pendant combien de temps? Jusqu'au jour de vos 80 ans. Jusqu'au jour de mes 80 ans? Oui. C'est une blague? Non. Mais c'est hors de question. Je ne veux pas prendre un engagement qui courrait toute ma vie. Devant mon indignation, il me toisa le plus tranquillement du monde. Mais personne ne vous le demande, dit-il, un léger sourire aux lèvres. Vous n'avez pas été coopté pour intégrer la confrérie. Je me sentis un peu piteuse. J'aurais rêvé de connaître ce modèle s'il me l'avait proposé et s'il n'y avait pas eu la nécessité de s'engager ainsi.
Nous revînmes sur mon cas personnel, et j'obtins d'Oscar Firmin qu'il induise en moi une nouvelle personnalité, qu'il m'annonça être de type 3. Je me détendis, maintenant habitué au protocole, et fermai les yeux, prêt pour quitter une nouvelle fois mon monde de peur et de